Bonjour à tous, merci d'être là chez Sorams. Donc, je suis Sophie Guiraud, je suis journaliste santé à Midi Libre, et Sorams accueille aujourd'hui Fleur Breteau pour ce livre Cancer colère qui est paru en février aux éditions du Seuil. En quelques mots, je vous présente Fleur. Vous avez 51 ans, vous vivez à Paris. Et vous êtes aujourd'hui invité chez Sorams pour la publication de votre dernier livre. Cancer colère, c'est aussi le nom d'un collectif que vous avez créé en 2025 en pleine discussion sur la loi du plomb qui visait, pour le rappeler rapidement, à lever les contraintes du métier d'agriculteur. Je cite l'intitulé de la loi, c'est pas moi qui me l'approprie, ni vous, et en autorisant notamment la réintroduction sous condition de néonicotinoïdes, dont l'acétamipride, qui était pourtant interdite en France depuis 2018, compte tenu de son impact sur les insectes pollinisateurs. Donc pour l'instant, cette mesure a été censurée, mais on en discutera tout à l'heure, on verra que le combat n'est pas complètement gagné. Et pendant les discussions sur la loi du plomb, vous étiez, vous, en chimiothérapie pour un deuxième cancer du sein. Le premier était intervenu quand vous aviez 25 ans. C'était donc une récidive. Et avant d'être une activiste, je ne sais pas si vous acceptez le mot activiste, mais pour faire bref, vous étiez dans un univers complètement différent, puisque vous avez eu plusieurs expériences, notamment dans le prêt-à-porter, donc on est très loin de tout ça, et vous aviez cofondé un Love Store à Paris, qui vous avait inspiré un premier livre très différent de celui-ci. Comment passe-t-on de ce parcours qui est vraiment très très loin des débats qui vont être évoqués aujourd'hui, au banc de l'Assemblée nationale, où vous avez poussé un cri de colère, vous avez été le visage de l'opposition à la loi du plomb, qui après a fait l'objet d'une pétition alimentée par plus de 2 millions de signatures. Et vous avez eu ces mots très forts, vous avez lancé aux députés, vous êtes les alliés du cancer. Comment c'est ce parcours que vous racontez dans le livre Cancer colère? Oui. Bonjour à toutes et tous. Je voulais juste faire une rectification. Mon premier cancer, c'était en 2021 et le deuxième, c'était en 2024. Bah oui, en fait, là, je peux pas répondre. En fait, la réponse à ma question, c'est le livre en entier. Donc, c'est un petit peu compliqué de faire une réponse courte sur ce sujet. Mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a une colère qui est montée, tout simplement aussi parce que il y a eu une histoire personnelle. Chaque cancer, c'est une histoire différente. Voilà, de personnes. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que du jour où on m'a fait ce deuxième diagnostic, rien n'était. Enfin, tout m'a poussé vers la colère. Quand on m'a fait ce diagnostic de ce deuxième cancer, quelques heures plus tard, un de mes plus proches amis décédait d'un cancer généralisé. Donc, je sais que c'était un petit peu curieux, c'était curieux de vivre ça, et ça m'a mise dans un état où j'avais plus la force ni de cacher ce cancer, ni de considérer que c'était normal. C'est-à-dire que ça se situait ailleurs, puisque recevoir à la fois un diagnostic et vivre, enfin dire adieu à un ami, c'est vraiment hyper bizarre, quoi. Et ce qui a été aussi très étrange, c'est ce parcours de traitement, parce que je sais pas, encore une fois, tous les parcours ne sont pas similaires, mais à ce moment-là, comme je n'avais plus, j'étais un petit peu assommée. Dans les salles d'attente, évidemment, on croise des gens. Et cette fois-ci, je les ai regardés, ces personnes. Je les ai observés. Il y a eu des moments où je suis entrée en discussion avec ces gens. Après, quand on est dans des salles d'attente de chirurgie ou en hôpital de jour en chimiothérapie, c'est pareil, on n'est pas tout seul dans une chambre, souvent. On la partage avec 3, 4, 5 personnes. Les discussions se nouent. Et quelque chose s'est installé, une espèce de routine quand on discutait, parce qu'au final, on parlait un peu de nos pathologies, mais on parlait d'autres choses. Et d'un coup, tout le monde disait, mais oui, pourquoi on est malade? Et
toujours quelqu'un répondait, bah, c'est normal, l'eau elle est empoisonnée, notre alimentation elle est empoisonnée, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est formidable quand même, c'est-à-dire que on, enfin, on accepte l'empoisonnement ou qu'est-ce que ça signifie? Et un jour, j'étais à l'hôpital de jour, je faisais cette perfusion, j'étais sous perfusion de chimo, et c'était celle qui allait déclencher des effets secondaires assez puissants. Et j'étais tranquillement sur mon fauteuil et j'étais un peu stressée, pas très voyante, donc je regarde mon téléphone, j'arrivais pas à lire. Et là, je vois des députés se réjouir d'avoir voté pour la loi du plomb. Et je sais pas comment l'expliquer, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais j'ai été prise par une colère énorme, mais un geyser de colère. C'est-à-dire qu'au point où après, quand j'y ai repensé, je me suis dit, mais c'est comme ça m'a tellement marqué que physiquement, que je me suis dit, dans 200 ans, si des archéologues retrouvent mes os, ce sera marqué loi du plomb dessus. Et j'ai vraiment eu cette impression que cette émotion cette colère est passée d'abord par mon corps, comme la maladie d'ailleurs. Donc il y a quelque chose de l'ordre du corps aussi dans toute cette colère. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour guérir dans un monde qui nous empoisonne et qui nous empoisonne avec l'aval de sénateurs ou de députés? Comment je vais faire? Donc c'est vraiment parti de là. Et à ce moment-là, j'ai dessiné les mots cancer colère qui me sont venus. Et après, je les ai mis de côté dans quelques semaines parce que la chimio était pas très marrante. Donc, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, pour en arriver à un point, c'est que cette colère qui montait, cette impuissance, ce sentiment d'impuissance, de détresse que je ressentais, tout à coup, elle a pris un sens de manière fracassante à l'intérieur de moi. Et elle s'est transformée dans quelque chose de politique et dans ce mot colère qui avait tout à coup, pour moi, un effet de soulagement immédiat quand j'ai trouvé ce mot. Le propos, c'est bien que les causes du cancer ne sont pas celles qu'on nous répète, hein, enfin, qu'on répète aux patients et qui sont souvent culpabilisantes, le surpoids, le manque d'activité, fumer, trop boire, etc. Mais il y a des causes politiques à cette épidémie de cancer, puisque les chiffres, vous le rappelez, sont affolants. Alors, c'est vrai qu'évidemment, il y a des causes, il y a des facteurs comme la consommation de tabac et d'alcool, la sédentarité, il y a plein de choses, le stress, il y a plein de choses certainement qui causent, qui causent le cancer, à l'évidence. Nous, on n'est pas en train de remettre ça en cause. Le problème, c'est que il y a mais on parle toujours de ça. C'est-à-dire que quand on a un diagnostic à l'hôpital avec un oncologue, en dehors de certaines exceptions, la plupart du temps, les gens vous demandent si vous êtes stressé, si vous fumez, si vous buvez, etc. Par contre, nulle part, à aucun moment, on parle de où vous habitez, quelles sont vos expositions, votre profession, voilà, où vous avez habité avant. Jamais on remet en cause une quelconque pollution ou une quelconque violence chimique. Or, pourquoi c'est invisibilisé à ce point et de manière aussi frappante et méthodique? C'est parce que si on remet en cause, si on accepte de dire que de plus en plus de pathologies comme le cancer et d'autres maladies chroniques, de plus en plus ces maladies ont des liens avec les causes liées aux pesticides, aux PFAS et à d'autres produits chimiques, ça veut dire qu'on doit remettre en cause un système industriel. Et ça, aujourd'hui, les pouvoirs publics ne sont pas prêts à le faire. Et quand on apprend, moi, il y a eu plusieurs étapes dans la construction de ma colère aussi, parce qu'une fois que j'ai sorti Cancer Colère, j'ai eu besoin, c'est très étrange, pour combattre ma peur, pour combattre mon angoisse et donner un sens à cette colère, je me suis mis le nez dans les chiffres. Où j'ai commencé par la sécurité sociale. Après, donc j'ai découvert que le cancer représentait 27 milliards d'euros de dépenses d'assurance maladie en 2023. C'est le premier poste de dépenses sur un an, 27 milliards. Dont 2%, enfin c'est pas dont, et 2% des dépenses totales de l'assurance maladie sont dédiées au cancer du sein. 2%
du budget total de l'assurance maladie. Et ça augmente de 6,9% par an. Donc, je commence par ça. Après, je découvre les chiffres de Santé publique France qui sont quand même remis un peu en cause par certains scientifiques. Je découvre qu'il y a des scientifiques, et notamment Nature et The Lancet, qui sont deux revues très connues, qui appellent le cancer une épidémie dans les pays occidentaux depuis 2023-2024. Et je découvre que, effectivement, ce qui correspond à mon intuition, à savoir que le cancer n'est pas une maladie liée à l'âge. Il y a 6 cancers qui sont en nette progression chez les 15 à 39 ans. Que la France est championne du monde du cancer du sein et qu'il y a un cancer comme le cancer du pancréas qui était relativement rare il y a 30 ou 40 ans et qui va devenir, à partir des années 2030, le deuxième cancer le plus mortel en France. Sachant qu'en plus, c'est pas un super diagnostic, le cancer du pancréas, généralement. Et quand je vois ça et quand je lis qu'il y a des spécialistes qui s'alarment, qui ont des phrases hyper chocs, et le directeur du campus cancer numéro 1 en Europe, qui est en France, en région parisienne, qui s'appelle Gustave Roussy, et ce monsieur, le professeur Barlesi, met les pieds dans le plat en disant qu'il s'attend à un tsunami de cancer chez les jeunes. Et là, personne ne réagit au niveau des pouvoirs publics. Il n'y a pas un mot à la diffusion de ces chiffres. Rien du tout. Et quand on remet en cause, quand on pointe du doigt les causes environnementales, qu'on parle du cadmium, qu'on parle des pesticides, qu'on parle des perturbateurs endocriniens, pareil, personne ne dit rien. Et là, je découvre l'information qui, pour moi, a été un peu le pompon, à savoir que les industriels, les multinationales, certaines multinationales qui fabriquent des pesticides fabriquent aussi des traitements contre le cancer. C'est vrai que je me suis dit, je dis pas qu'ils font exprès, c'est pas à mon propos. Ce que je dis, c'est que d'un pur point de vue démocratique, c'est de l'ordre du conflit d'intérêts. C'est que ça n'est pas possible, ça n'est pas tenable. On peut pas, dans la même entreprise, fabriquer des produits chimiques qui tuent et des traitements contre le cancer. Ça n'est pas possible, c'est intenable. Donc, on est aujourd'hui, à ce moment-là, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui est mis en place pour nous protéger ? Eh bien, pas grand-chose, vu la loi du plomb, vu les autres lois agricoles industrielles, parce que ces lois sont fabriquées non pas pour les agriculteurs et les éleveurs indépendants, elles sont fabriquées pour les industriels de l'agriculture et poussées par les industriels de la chimie. C'est pour faire perdurer un système industriel qui essaye de devenir hégémonique en France et qui est en train d'y arriver en accaparant les terres agricoles, en accaparant les moyens de production et ça sont les mots des éleveurs et des agriculteurs indépendants, en les laissant crever. Et donc, toutes les lois agricoles qui sont passées, soi-disant pour lever pour faciliter en fait l'exercice du métier d'agriculteur, sont absolument pas liées au métier d'agriculteur. Quel éleveur avait besoin, ce qui préconisait la loi du plomb, ce qui a été voté, de passer de 40 000 têtes de volaille à 85 000, à part un industriel? C'est ça la loi du plomb, hein, à augmenter la taille des méga-bassines. Mais un éleveur ou un agriculteur indépendant, il n'a pas les moyens de ça. Ce n'est pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est un revenu digne. C'est les problématiques de dérèglement du climat, c'est les problèmes de saison, de remboursement, d'endettement. C'est ça, ses préoccupations. Et ses préoccupations, c'est la peur de la maladie aussi. Parce que c'est quand même une profession qui est une des plus touchées par l'empoisonnement, par les conséquences des pesticides. Donc voilà, et au moment de la loi du plomb aussi, avec tous ces faux débats autour de la politique, autour de la loi, j'entends des scientifiques formidables, très inspirants, qui mettent les pieds dans le plat, qui disent attention, qui préviennent, parce que le rôle des scientifiques, c'est aussi d'alerter, bien entendu. Et il y a ce courage d'aller dans les radios, sur les plateaux télé, pour aller défendre la réalité scientifique face à des gens qui sont dans un déni de science assez grave, parce que ça met en danger toute la population. Et là, je me dis, ah ouais, donc on est dans une forme de Trumpisme, c'est-à-dire qu'on a des législateurs qui préfèrent dire que c'est pas vrai, ce que dit la science publique,
que eux, ils savent mieux que nous ce qu'il faut, et ils veulent quand même voter la loi du plomb. C'est ce qui s'est passé, hein, via la ministre de l'Agriculture, ils ont tous dit, le gouvernement exige que cette loi soit votée. On entend les craintes, mais cette loi doit être votée. Donc, pas de débat. C'est une première historique aussi que, à l'Assemblée nationale, les porteurs d'une loi organisent eux-mêmes une motion de rejet sur leur texte pour qu'il n'y ait pas de débat, pour qu'elle passe en commission mixte paritaire et qu'il n'y ait pas de débat. C'est une première en France. Pas de débat. Et pourquoi pas de débat ? Parce que qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui l'usage intensif des pesticides ? Qu'est-ce qui peut justifier de réintroduire l'acétamipride qui est hautement toxique pour la santé humaine ? C'est un des plus toxiques parmi les néonicotinoïdes pour nous. Je me dis, mais donc ces gens-là disent oui, mais c'est pour sauver des filières agricoles. En l'occurrence, la betterave. Et la betterave, c'est une agriculture industrielle qui a double bingo, qui non seulement est subventionnée via les subventions agricoles, mais en fait, c'est pour faire de l'éthanol. Donc, ils touchent aussi les subventions d'énergie, énergétique. Et ils veulent en plus qu'on leur file l'acétamipride pour augmenter leur rendement. Et quand je découvre ça, mais ça m'a rendu dingue. C'est-à-dire que j'ai une fureur, et aussi, je pense, une rage citoyenne, c'est-à-dire le sentiment d'être en danger. Et quand j'ai été invitée par une association de parents d'enfants malades ou décédés du cancer près de La Rochelle, donc Avenir Santé Environnement, je me suis rendue avec des médecins, des scientifiques, des victimes des pesticides, des malades, des parents d'enfants décédés. Notre présence était là pour apporter un côté solennel au vote de la loi du plomb. Ça n'a pas du tout marché parce qu'il y en avait même parmi les députés qui se parlaient à l'oreille, qui se retournaient vers nous pour nous regarder en rigolant. C'est pour vous dire le niveau. Et quand j'ai dû entendre pendant 1h30 les mensonges, les moqueries, etc. J'ai compris que le vote allait se faire. Donc, le vote s'est fait. Et quelques minutes avant, à la fin de la prise de parole d'Agnès Genevard, je me suis dit, c'est à la société civile de conclure. On ne peut pas laisser passer ça. C'est un détonateur. Cette loi est un détonateur. Et qui peut décider, en toute conscience, de se dire, on vote la loi du plomb et il y aura mécaniquement des personnes qui vont tomber malades. Et notamment des fœtus. Voilà. C'est irresponsable. Et donc, j'ai poussé ce cri, et qui est aussi de la désobéissance, puisqu'on m'avait bien prévenu qu'on n'a pas le droit de prendre la parole. Mais j'étais très à l'aise avec cette prise de parole en me disant, mais c'est à nous de conclure. Et je leur ai dit, vous êtes les alliés du cancer et nous le ferons savoir et on se reverra. Et c'est le cas. Donc c'est pas mal. Et c'est ce qui a déclenché aussi un écho qui, moi, m'a bouleversée. On a reçu des centaines, des milliers de témoignages de soutien, de messages de soutien. Et c'est là où, comment dire, c'est là où j'ai pris conscience encore une fois d'autre chose. C'est le sentiment de retrouver une puissance. C'est ce que nous racontaient les gens. Ils nous disaient, rien que de savoir que votre collectif existe, parce qu'on était 15, hein, rien de savoir que votre collectif existe, ça me fait du bien. Je sors de mon impuissance, je retrouve ma puissance. Et ma colère ne me ronge plus. Je sens qu'il y a une direction. Et ça, on parle de quelque chose d'un peu thérapeutique là aussi. Et c'est ça qui est fort. Et de dire, on a envie de retrouver notre puissance citoyenne. On a envie de décider de ce qu'on met dans notre assiette. On a envie de décider de ne plus tomber malade. Et on veut enrayer ces épidémies. On ne va pas faire disparaître les maladies, mais on veut arrêter ce galop, cette cavalcade de pathologies, parce que c'est ce qu'on s'est dit, l'avenir, c'est pas la chimio en fait. Et vous avez poussé ce cri, mais aujourd'hui, il se trouve que le jour où on se retrouve, il y a une nouvelle étude que vous avez sans doute vue, Oui. parue dans Nature, 31 pesticides, enfin franco-péruvienne, 31 pesticides testés, aucun classé cancérogène par l'OMS, et en 6 ans de recherche, le risque de cancer qui augmente de 150%. Qu'est-ce que finalement, les alertes, effectivement, des scientifiques, elles existent. Il devrait y avoir un minimum principe de précaution.
alors vous les reprenez depuis l'origine, hein, depuis les années 50-60. Pourquoi il ne se passe rien? Alors, c'est très juste. On sait que la violence chimique détruit la biodiversité et notre santé depuis 1962, depuis l'apparition du livre de Rachel Carson, Un printemps silencieux. Et c'est une biologiste américaine qui, elle l'a caché, était atteinte d'un cancer du sein avancé et qui a compilé toutes les observations et les recherches scientifiques de l'époque pour documenter les effets de différents produits chimiques sur l'environnement. Et son livre est saisissant. D'ailleurs, il est d'une poésie parce que bon, on n'a pas besoin d'être biologiste. On devient biologiste à la fin de la lecture. Hein. Ça, c'est un niveau d'information incroyable. Et en même temps, une facilité de lecture. Et elle a une poésie extraordinaire, cette femme. Et elle devait savoir que c'était son dernier livre aussi. Donc, il y a une puissance qui se dégage, qui est saisissante. Donc, on sait. Elle raconte, on sait, depuis 1962. Effectivement, le problème, c'est au niveau politique, puisque si on doit faire sans les PFAS, ça veut dire qu'on fait sans les matières anti-adhésives. Ça veut dire que dans l'aéronautique, ils ont un problème il y a beaucoup de PFAS dans l'aéronautique. Ça veut dire que, voilà, en fait, tous ces produits sont faciles. Ils aident. On se dit, c'est confortable. Les pesticides dans l'agriculture, il y a plein d'agriculteurs qui nous en ont parlé, qui nous ont dit mais c'était magique au départ, les pesticides, on les balançait, mais c'était dingue. Et évidemment, ils avaient envie d'y croire parce que ça allégeait leur charge de travail qui était énorme, évidemment. Donc il y avait un confort dans cette violence. Sauf que tous les fabricants de pesticides et de PFAS ont su tout de suite que ça déconnait, qu'il y avait un problème. Mais ils ont laissé courir. Aujourd'hui, c'est les citoyennes et les citoyens qui mettent un pied dans la porte et qui s'appuient sur le travail des scientifiques. Et c'est ça qui est assez inédit aussi, c'est que tout à coup, on comprend un truc que nous-mêmes, on a mis des semaines à verbaliser, parce que entre juillet et décembre, on est allé à la rencontre de viticultrices, d'éleveuses, d'agriculteurs. On y est allé un peu tranquille, on ne voulait pas mettre les pieds dans le plat, mais pour les écouter. Et ils parlent d'eux et d'elles comme les malades du cancer parlent de leur maladie. C'est-à-dire qu'il y a de la détresse, il y a un sentiment de mépris, il y a une colère, il y a un sentiment de deuil aussi pour les éleveurs qui ont perdu leur troupeau, abattu à cause de la dermatose nodulaire contagieuse, et alors qu'on aurait pu isoler les bêtes malades. Non, le ministère de l'Agriculture a préféré donner la consigne d'abattre tous les troupeaux, et c'était pour quelle raison? Il y avait une seule raison, c'était pour éviter de faire baisser la cotation de la France sur le marché international de la viande bovine. Juste pour ça, pour le marché international. C'était pas pour des raisons sanitaires. C'est assez. Donc, on était surpris vraiment de voir que, nous, en fait, quand on les écoutait, on avait l'impression d'avoir une sorte de fraternité immédiate et de familiarité dans les mots, dans les émotions, et on a compris au bout d'un moment que la colère des malades, elle est très proche de la colère des agriculteurs et des agricultrices. On se sent enfermé, on se sent invisibilisé, on se sent pas écouté, on nous demande de fermer notre gueule, globalement, de nous taire et de faire notre boulot de malade, à savoir prendre nos traitements et dire merci. Et les agriculteurs, il y en a plein qui nous disent, de toute façon, vous êtes marrants, mais moi, je veux bien passer en bio ou en agroécologie, mais moi, je suis endettée jusqu'au cou, la banque, elle me financera jamais. D'autres qui disent, moi, les pesticides, ils ont tué mon fils, ma femme, et tous les matins, je dois continuer à les utiliser. Parce que je ne peux pas faire autrement. On ne me financera pas ma transition écologique. Voilà, en agriculture bio. Et c'est d'une violence extrême. Il y en a qui ont des idées noires. Il y en a qui me disent, qui nous ont dit, et ça c'est quand même assez douloureux à entendre, mais moi, ma porte de sortie, c'est le suicide. Donc on en est là. Donc quand après on a des sénateurs qui disent que c'est l'acétamipride qui va régler le problème
des agriculteurs, c'est une honte morale aussi, humaine, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Et donc, c'est là où on s'est retrouvés à bloquer le périph' à Paris avec des paysannes et des paysans, je veux dire tout simplement. Et Cancer Colère aux côtés, enfin des membres de Cancer Colère aux côtés des paysannes et des paysans. Et tout à coup, et des étudiants d'AgroParisTech d'ailleurs, futurs agronomes, qui sont en contradiction, qui ne sont pas d'accord avec la politique menée par leur grande école, et c'est passionnant. Et le fait qu'un syndicat agricole majoritaire met les deux pieds dans l'école pour aussi contrôler la parole, le discours, etc. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent dans la lutte. Donc, il y avait les scientifiques qui alertaient, il y a des ONG, des associations environnementales, etc. Mais il y a maintenant des malades, des agriculteurs. Il y a la justice qui a tranché aussi, qui a condamné l'État en septembre dernier pour non-conformité sur l'autorisation de mise sur le marché des pesticides, parce qu'un pesticide, pour qu'il soit autorisé en France, vous allez rigoler, hein, il faut qu'il prouve qu'il est inoffensif pour la santé humaine et la biodiversité. C'est la loi. Voilà. Donc, l'État a été condamné par la Cour administrative d'appel de Paris le 3 septembre dernier, parce en disant, en l'état des connaissances scientifiques actuelles, les pesticides sont la cause de dommages majeurs, notamment liés à la biodiversité. Donc, vous devez réviser votre protocole d'autorisation de mise sur le marché. Vous avez 2 ans et vous avez 6 mois pour nous fournir un calendrier. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a fait appel de la décision pour la contester, et une semaine après, le lobby des pesticides faisait pareil. Donc, on est effectivement dans un contexte où on a besoin aujourd'hui de créer un rapport de force citoyen avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement et une partie des représentants à l'Assemblée, enfin de nos représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat, à l'évidence. Et un rapport de force musclé. C'est que là, on a fait de la sensibilisation, bon, on a fait des actions un peu musclées, on est allé quand même bloquer un site industriel BASF qui fabrique des produits de manière illégale pour les expédier illégalement dans les pays du Sud global. Ça s'appelle le colonialisme chimique. Donc, on était avec des agriculteurs et des agricultrices malades, victimes des pesticides, et les soulèvements de la terre, et la Confédération paysanne, et des étudiants de l'AgroParisTech. Donc, on est de plus en plus nombreux. C'est incroyable ce qui se passe. Et on n'a jamais autant parlé de pesticides. Et cette étude dont vous parlez, pour reboucler, depuis des mois, il y a des gens qui disent le lien entre pesticides et maladies n'est pas prouvé, la science nuance. Et il n'y a pas plus tard que le 12 février dernier, à l'Assemblée nationale, il y a les partis politiques du centre, des droites et d'extrême droite, qui étaient très heureux de s'organiser ensemble pour refuser le passage d'un texte qui protège les points de captage d'eau potable, pour prévoir de ne pas déverser de pesticides sur ces points de captage d'eau potable, parce que c'est un des endroits très sensibles de contamination pour notre eau. Mais ils boivent quoi en fait, ces gens? Ils boivent pas d'eau potable en fait. Je ne sais pas de quoi avec quoi ils s'hydratent dans la vie, mais c'est assez grave en 2026 de se réjouir de ne pas protéger l'eau potable. Et tout en disant au micro dans l'hémicycle, il y en a eu plusieurs, que le lien entre pesticides et maladies n'existe pas. Donc cette étude le prouve. C'est une étude donc franco-péruvienne qui en plus est intéressante de par son principe, puisqu'elle a étudié les mécanismes d'apparition du cancer. C'est pas par pathologie. Ils n'ont pas essayé de voir si tel pesticide donnait le cancer du foie ou des reins. C'est que c'était la façon dont le cancer se développe. Donc apparemment, c'est plus robuste comme approche. Mais en tout cas, maintenant, en fait, plus la science parle, plus elle va dans notre sens. Donc ça ne fait que nous conforter, mais ça ne suffira pas. On a besoin aujourd'hui de rentrer dans un rapport de force. Et là, aujourd'hui, nous, depuis quelques mois, on a fait quelques actions de désobéissance civile, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais nous, c'est de colère citoyenne. Et à partir de juillet ou septembre, on va recommencer, mais alors ça va être coton, hein. Et le truc, c'est qu'on ne pourra pas
compter que sur les cancéreux et les cancéreuses avec leurs petits bras mous de chimio là pour tout changer. On a besoin de tout le monde et de toutes celles et tous ceux qui peuvent. Évidemment, on ne forcera personne, mais on aura besoin de relais. Et il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire. C'est soit nous rejoindre sur des actions, mais ça, vous serez au courant, ou vous nous verrez, je l'espère, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi tout un tas de choses pour nous soutenir et pour soutenir cette lutte contre les pesticides et pour la défense de la santé publique, parce qu'en fait, ça nous concerne tous et toutes. La santé publique, c'est pas quelque chose qui dépend d'une opinion politique, c'est qu'on est tous concernés. Et on va bientôt diffuser des informations sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux pour vous donner des idées, des indications sur tout ce que vous pouvez faire. Si vous avez un quart d'heure, une heure, une demi-journée, une journée, et on va faire une liste, on est en train de bosser dessus, et d'ailleurs je vois demain soir le collectif Cancer Colère de l'Hérault, et je vais leur demander leurs idées, et, et comme ça, on a un an aussi pour se dire qu'on peut prendre une journée, et du temps un petit peu comme ça, disséminé dans l'année, et pour participer, pour contribuer. Alors ça peut être télécharger nos tracts Cancer Colère qui s'appuie sur des chiffres vérifiés et qui parlent du lien entre pesticides et maladies, qui parlent de l'eau potable, qui parlent du cancer du sein, et qui à chaque fois pointe du doigt les responsables sur les causes qu'on dit environnementales. Nous, on a un problème avec ce mot environnemental parce que l'environnement, on veut le protéger. Donc, on parle d'empoisonnement, nous, parce qu'on trouve que c'est plus clair. Et donc, on va faire un kit d'affiches informatifs pour afficher dans tous les toilettes de France. Au travail, à l'hôpital, dans les cabinets médicaux. Voilà, donc on va faire une sorte de concours. Il faut qu'on retapisse tous les WC de France en 2 mois, quoi. Et en plus, on risque rien parce qu'il n'y a pas de flics dans les toilettes. Donc, vous risquez, il n'y a aucune répression policière possible. Et encore une fois, c'est pour créer une sorte de communauté et se dire, enfin, ça fait des années qu'on essaie de nous diviser, qu'on nous divise sur des sujets. Enfin, on se retrouve sur ce qui nous rassemble, la santé publique. Et sur une envie très puissante qui est un désir de vivre, quoi, qui est très sérieux chez nous. Et voilà, c'est comment est-ce qu'on le manifeste. Et dans le processus, eh bien, on noue des liens, on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sinon. Et ça donne on se sent connecté à plein de personnes inconnues. Et ça fait un bien fou. Et de se sentir à une juste place, c'est aussi un soulagement, quoi. Donc, voilà, donc c'est assez fort, puissant, mais il y a du boulot. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Parce qu'en juillet, vous parliez des actions en juillet, mais la loi Duplon 2 arrive, revient à l'Assemblée nationale. Oui. Donc il va y avoir de nouveau tentatives de réintroduire des néonicotinoïdes. Et est-ce que vous avez pu établir, vous parlez des agriculteurs, vous parlez des malades, est-ce que vous avez eu des réactions de politique, vous avez pu établir un dialogue direct? Est-ce que vos cris de colère, ils ont servi au moins à pouvoir engager une discussion, même peut-être un dialogue de sourds, mais au moins avec quelques-uns d'entre eux? Alors, on a remarqué que nous, on ne cherche pas de contact direct avec les partis politiques, ce n'est pas notre intention, mais on a remarqué que certaines et certains reprenaient nos phrases. Donc, on s'est dit « oh oh ». Et d'autres parlent de nous très mal, mais sans nous citer « oh oh ». Il y en a qui nous ont traités d'hystériques du cancer, d'autres qui nous ont accusés de faire le buzz avec le cancer. Bon, on n'a pas le temps de s'y arrêter. Ça ne nous intéresse pas trop. Vous parlez de la loi Duplon 2, c'est quand même un acharnement incroyable. Le Conseil constitutionnel, donc le 30 juillet dernier, le Conseil national de l'ordre des médecins publie un communiqué qui demande aux législateurs qui l'interpelle en disant « le doute n'est plus raisonnable sur les pesticides ». Et vous devez entendre les alertes scientifiques. Et la santé doit être un pilier qui doit être placé plus haut que les intérêts économiques et industriels. Une semaine après, le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi Duplon
qui porte sur l'acétamipride. Donc l'acétamipride est sorti de la loi du plomb. Et là, il y a 2 mois, le sénateur Laurent Duplomb revient avec la loi Duplomb 2, qui ne prévoit qu'une chose, c'est la réintroduction de l'acétamipride avec un autre néonicotinoïde. Et cet acharnement est à la fois extraordinairement perturbant, bizarre, parce qu'il y a eu plus de 2 millions de personnes qui ont signé la pétition contre la loi Duplomb. Le Conseil constitutionnel qui s'est positionné, des centaines, des milliers de scientifiques, de toxicologues, d'oncologues, de chercheurs, de médecins généralistes, de pédiatres. La justice qui a condamné l'État et ce monsieur Laurent Duplomb, qui est sénateur, a sans doute oublié de relire la première phrase de la charte de déontologie qui est dans sa fiche de poste, qui est qu'il doit faire passer l'intérêt général en toutes circonstances avant un quelconque intérêt privé. C'est pas le seul. Mais je pense que ce monsieur est un symptôme d'un système complètement défaillant. Et qu'au travers de la santé publique, on se bat aussi pour retrouver des instances démocratiques qui marchent. Parce que les lobbies sont trop puissants, on n'a pas de contre-pouvoir. Le seul contre-pouvoir qu'on a, c'est une pétition qui n'est même pas écoutée, qui n'est même pas entendue et qui n'a même pas d'obligation, qui ne génère pas d'obligation législative. Donc, on se retrouve coincé. Et à part l'action directe, à part aller mettre le pied dans la porte, devenir leur pire cauchemar, aller les titiller, aller les embêter, enfin les enquiquiner, quoi, on n'a pas d'autre solution. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner, c'est la banalisation du cancer. C'est dire le cancer, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et c'est plus grave que nous atteindre, nous. Nous, on s'en fiche de se faire humilier, de se faire traiter de je sais pas quoi. Ce qui nous embête, ce qui nous préoccupe énormément, c'est ce discours qui dit le cancer est là dans la vie humaine depuis toujours. Donc on ne comprend pas pourquoi vous venez nous dire qu'il y a un problème avec le cancer. Et ça, c'est très, très grave. De même que l'ANSES a publié un rapport et sur le cadmium en omettant, sans doute volontairement, puisque maintenant l'ANSES est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, le fait que des études montrent que le manger bio, ça réduit de moitié l'imprégnation au cadmium. Et ils n'ont pas voulu inclure ça dans leur rapport parce qu'ils ne veulent pas, ils sont en train de détruire la filière de l'agriculture biologique et ils ne veulent pas l'aider, ils ne veulent pas la valoriser d'une quelconque manière. Ils veulent nous imposer un système qui nous empoisonne, un système agricole fait par et pour les industriels qui sont des super consommateurs de pesticides. Pourquoi ? Pour augmenter les rendements et vendre, que ça leur coûte le moins cher possible pour vendre au plus offrant au marché international. Donc oui, là, en fait, il s'agit de sauver notre peau. Nous, on dit comme les agriculteurs et les agricultrices. Si on fait rien, si on se rassemble pas, si on se mobilise pas, on va crever. Et il y a un agriculteur qui est rentré dans Cancer Colère, qui est au Pays Basque, qui est un sacré numéro. Je ne peux pas dire son prénom parce que je ne sais pas lire le basque. Voilà, donc je ne veux pas l'écorcher. Mais il fait des entretiens, on est en train de voir avec lui. Enfin bon, c'est un type incroyable. Et c'est un gars, il coche il est dans un millefeuille de douleurs. Il était agri conventionnel. Sa petite fille est tombée malade des pesticides. Elle est morte à 6 ans après 1 an de traitement. À l'hôpital, il y avait trop de gamins. Ils devaient envoyer les gamins du CHU de Bordeaux, ils devaient les envoyer, les dispatcher ailleurs. Il est passé en bio. Il a eu des problèmes climatiques. Il a perdu son troupeau, il n'a pas été assuré, remboursé, etc. Et 1 an sur 2, il est au RSA. Alors qu'effectivement, c'est ce qu'il dit, il a été touché par notre parole parce qu'il dit oui, j'incarne la guérison. Effectivement, je suis dans le bio, je suis dans les pratiques agroécologiques, j'incarne votre guérison. Mais on est en train il dit j'ai une cible sur le front. On cherche à ce que je crève. Mais si lui, il crève, nous, on ne pourra pas guérir. Donc il y a un système politique aussi. Donc il y a plein de choses à faire. Et s'allier avec
les agriculteurs et les agricultrices, c'est indispensable. Et même ceux qui ne sont pas en bio et qui sont enfermés, emprisonnés dans un système, ils ne peuvent pas en sortir. Donc certains n'arrivent même pas à se dire qu'ils peuvent faire sans pesticides parce que c'est trop vertigineux pour eux. Donc là, on est à l'aube, je l'espère, et c'est en train de commencer parce qu'on a reçu tellement de soutien des agris et des éleveurs que... Et, et je dis pas que tout le monde l'a fait, mais beaucoup nous ont contactés. Et on est au début d'une alliance incroyable et inédite. Les malades, des valides, des endeuillés, des aidantes, des anxieux de la maladie, des jeunes, des vieux, des entre les deux, des hommes, des femmes, des personnes non binaires, tout le monde en fait. Des urbains, des personnes qui vivent en zone rurale. Et en fait, là, on va se bouger, quoi. S'il faut aller dans... Enfin, bon, on va aller... On va faire un appel à bloquer des usines, des sites industriels chimiques avec la Confédération paysanne et les soulèvements de la terre et le collectif en soutien des victimes des pesticides de l'Ouest. Voilà, il y a d'autres choses qu'on va faire. On va aussi organiser l'enterrement de la prévention des cancers en France. On va faire une cérémonie. Voilà, on va faire plein de trucs comme ça. Et on va aussi faire des actions dont je ne peux pas parler au micro. Voilà. Vous le comprenez bien, mais vous le verrez sur les réseaux. Mais on va mouiller le maillot, on va y aller, on va se lever tôt, on va prendre des risques. Mais c'est ça ou c'est cuit. Et vu ce qui s'est passé depuis un an, il y a un an, vous imaginez, il y a un an, si on rembobine, est-ce que quelqu'un ici aurait imaginé qu'on aurait autant parlé de pesticides? Est-ce que si quelqu'un, il y a un an, nous avait dit, en juillet, tu vas voir, il y a 2 millions de personnes qui vont signer une pétition contre la loi du plomb. On aurait dit, mais tu rêves, quoi. C'est impossible. En quelques mois, on a accompli un truc incroyable. On s'est renseigné sur les pesticides, on en a discuté autour de nous, en famille, au boulot, entre potes. On a lu des bouquins, on a lu des articles, on a écouté des émissions, des podcasts, etc. On a écouté des scientifiques et on a écouté des témoignages de personnes victimes. Et ça, c'était dans le titre de la pétition contre la loi du plomb, on a fait preuve d'intelligence collective. Et ben, on va continuer. Mais là, il faut qu'on fasse un peu plus. Il faut qu'on se mette en mouvement et en action. Parce que c'est ça qui terrorise les pouvoirs publics et les politiques et le gouvernement, évidemment. Ils n'ont pas envie, quoi. Et s'il y a des malades du cancer sur des tracteurs, alors là, déjà qu'ils n'aiment pas les tracteurs, mais alors si on part dessus le marché, on met des gens en chimio sur les tracteurs, je pense que ça va être là, on gagne, hein, à mon avis. Hein, donc, oui, alors la Confédération paysanne, ils n'ont pas des gros tracteurs et en plus, ils tombent en panne. Mais ils ont des super buffets. C'est-à-dire que quand vous faites une action avec la conf, vous mangez super bien. Hein, on est d'accord? Et ben voilà. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous. Merci d'être venu. Au revoir à tous. Oui. Merci Sophie.